Nos systèmes éducatifs ne réussissent pas à atteindre leur objectif essentiel, assurer la réussite scolaire de tous nos élèves. Tous les intervenants conviennent de la nécessité de changer le système, d'améliorer son efficacité. Mais comment fait-on pour favoriser le changement souhaité? Mamadou Ndoye, ancien ministre de l'Alphabétisation et des langues nationales du Sénégal et ancien directeur exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler dans le cadre des assises francophones de la gestion scolaire, a utilisé sa vaste expérience pour décrire les types actuels de réformes éducatives et les perspectives pour les améliorer. Voici une synthèse produite par Gemini de l'article qu'il a rédigé à ce sujet. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous concerne vraiment toutes et tous. Comment nos systèmes éducatifs essayent de s'améliorer, de se réformer? C'est un vaste sujet, en effet. Oui, un chantier permanent, plein de promesses, mais aussi, soyons honnêtes, parfois un peu frustrant. La question qui va nous guider, l'école peut-elle vraiment changer la société ou est-ce que c'est toujours la société qui impose ses règles à l'école? Une question fondamentale. Pour nourrir notre réflexion, on va s'appuyer sur un article très intéressant de Mamadou Ndoye, ancien ministre de l'Éducation du Sénégal. C'est paru dans la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Oui, un article qui analyse les grandes réformes éducatives depuis les années 90 dans le sillage de l'initiative Éducation pour tous. Exactement, avec un œil particulier sur l'Afrique. Notre but, comprendre les logiques derrière ces réformes, pourquoi ça coince souvent sur le terrain, et quelles pistes on peut imaginer pour faire mieux. On va essayer de démêler un peu tout ça. C'est ça. Et il faut bien situer cette analyse. Elle couvre les décennies post-Jomtien, Dakar, Incheon, ces grandes conférences internationales sur l'éducation. Des moments clés. Oui, et c'est aussi la période où on a vu l'essor des évaluations internationales. PISA, TIMSS, mais aussi en Afrique le PASEC, le SACMEC. Des outils pour mesurer et comparer, même si leur usage fait débat, bien sûr. Bien sûr. Mamadou Ndoye insiste beaucoup sur la diversité des contextes. Ce qui marche ici ne marche pas forcément ailleurs, c'est évident, mais il faut le rappeler. C'est la base. Mais malgré cette diversité, il arrive à identifier des pendances communes, des logiques dans ce qu'on attend des réformes et dans la manière de les mener. Des attentes et des stratégies, donc. Voilà. L'article propose une démarche en 3 temps. D'abord, classer les réformes selon leurs ambitions, ensuite, identifier les obstacles récurrents, et enfin, esquisser une autre approche pour l'avenir. Alors allons-y pour cette classification. L'idée de base, c'est qu'une réforme, ça vise toujours à améliorer quelque chose. Mais améliorer quoi exactement? C'est la question clé. Et l'auteur propose une image, un escalier des ambitions. 3 marches, 3 types de réformes, de plus en plus complexes. Commençons par la première marche, la plus basse. Alors, cette première marche, c'est la réforme additive quantitative. L'objectif ici est assez direct. Il s'agit d'étendre la scolarisation. Plus d'enfants à l'école, plus longtemps. Toucher plus de monde, en somme. L'accès, l'équité quantitative. Exactement. Et pour ça, le levier principal, ce sont les intrants. On ajoute des ressources, plus d'écoles, plus de matériel, plus d'enseignants. On ne touche pas forcément au cœur du système existant. On construit, on recrute. C'est ça. On pense aux politiques de gratuité, aux campagnes pour les filles, aux écoles en milieu rural, parfois avec des classes multigrades, ou le recrutement massif d'enseignants contractuels, volontaires. L'enseignement à distance aussi, surtout dans le supérieur, peut entrer dans cette logique. On cherche souvent à faire plus avec moins, le fameux coût-efficacité. C'est vraiment la logique qui a suivi Jomtien, non? Avec cette explosion des effectifs, des millions d'enfants en plus à l'école. Un succès quantitatif indéniable. Indéniable, oui. Mais l'article souligne une grosse limite, surtout en Afrique. On a mis plein d'enfants à l'école, mais les apprentissages n'ont pas suivi au même rythme. Moins de la moitié des élèves qui maîtrisent les bases en fin de primaire parfois. C'était une erreur de commencer par la quantité ou c'était incontournable? Bonne question. L'article ne dit pas que c'était une erreur. Donner l'accès, c'est fondamental. Mais il constate que l'équation plus d'élèves égale meilleure éducation, elle n'est pas automatique. Ça ne suffit pas. Non. Les évaluations comme le PASEC ou le SACMEC l'ont bien montré. On a réussi le défi quantitatif, mais le défi qualitatif reste entier. Ça suggère que cette approche purement additive, elle a ses limites,
si on ne fait rien d'autre à côté. Qui nous mène logiquement à la deuxième marche de l'escalier, la réforme corrective adaptative. Là, on change de braquet, si j'ose dire. Oui, l'ambition change. L'idée n'est plus seulement d'avoir plus d'élèves, mais qu'ils apprennent mieux. On vise la qualité, meilleurs résultats, programme plus pertinent, meilleure efficacité du système. C'est ça. Et les leviers changent aussi, on parle d'intrants intellectuels et de processus. Concrètement, ça veut dire quoi? On touche au programme. Oui, au programme scolaire, par exemple le passage de la PPO à la PC, l'approche par compétences, mais aussi à la formation des enseignants, bien sûr. Essentiel. L'intégration des TIC, les méthodes pédagogiques en classe, l'organisation de l'école. On ajuste, on modernise, on essaie de corriger ce qui ne va pas dans le système existant. Exactement. On peut penser aussi à l'introduction de nouvelles matières, comme l'éducation à la paix, à l'environnement, ou les expériences d'enseignement bilingue en Afrique pour mieux intégrer les langues maternelles, ou des modèles comme l'Escuela Nueva en Amérique latine. Des innovations pédagogiques. Voilà. Et il y a un point très intéressant que l'article soulève. Il cite des études, notamment aux États-Unis sur une longue période. Elles montrent que juste mettre plus d'argent ou réduire la taille des classes, ça n'a eu que très peu d'impact sur les apprentissages. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. Si, en parallèle, on ne changeait pas les méthodes, les programmes, la formation. L'argent aide, mais il n'achète pas la qualité à lui tout seul. Il faut agir sur le pédagogique, l'organisationnel. C'est clair. Et ces réformes correctives, elles ont eu des résultats? On voit des pays progresser dans PISA, par exemple? Oui, des avancées notables existent, notamment en Asie. Mais, et c'est une nuance très importante que fait l'auteur, Oui. il distingue la réussite scolaire, celle que mesurent PISA et les autres tests, et la réussite éducative. C'est plus large. Ça inclut l'épanouissement, le bien-être, le vivre ensemble. Ah oui, l'exemple de la Corée du Sud est souvent cité. Excellent score PISA, mais beaucoup de stress, de mal-être chez les jeunes. Exactement. Ça illustre bien ce décalage. Viser les bonnes notes, c'est une chose. Viser une éducation qui donne du sens et prépare à une vie épanouie, c'est encore autre chose. Une distinction fondamentale. Tout à fait. Et ça nous amène à la troisième marche, la plus haute, la plus ambitieuse. La réforme refondatrice, transformationnelle. Là, on ne corrige plus, on refond. C'est ça. On ne cherche plus à améliorer l'existant, mais à le changer radicalement. L'ambition est immense. Créer un nouveau type d'homme pour un nouveau projet de société. Carrément. Ouais. On est en plein dans notre question de départ, l'école pour changer la société. Voilà. Là, on est dans une logique de rupture. L'éducation devient un outil de transformation sociale. Et pour ça, il ne suffit plus d'agir sur l'école seule. Il faut agir sur tout son environnement, social, politique, économique. C'est systémique au plus haut point. L'article donne des exemples historiques des projets croisades, comme il les appelle. L'éducation nouvelle en Europe après 14-18 pour former des citoyens pacifiques. Oui. L'école unique du travail en URSS après la Révolution pour former l'homme socialiste. La révolution culturelle en Chine. Ou les tentatives post-indépendance en Afrique, Guinée, Ghana, Tanzanie, pour créer une école africaine en rupture avec le modèle colonial. Des projets avec une ambition folle. Mais l'article dit que ça a souvent échoué, non? Pourquoi? C'était trop idéaliste? C'est une bonne question. L'auteur constate que ces grandes transformations ont rarement abouti. Elles ont été arrêtées par des guerres, des changements politiques, comme la chute du mur, Tiananmen, ou simplement usées par les résistances de la société. Le fameux mur social. C'est ça. En Afrique, par exemple, malgré les discours de rupture, le modèle scolaire colonial a souvent perduré. Les structures sociales, les inégalités, les mentalités, tout ça limite énormément ce que l'école peut faire seule. L'école est dans la société, elle ne peut pas s'en extraire pour la réinventer complètement. Donc, pour revenir à notre image de l'escalier, plus on monte du quantitatif au qualitatif puis au transformationnel, plus l'écart se creuse entre les ambitions et les résultats réels. C'est exactement ça. Réussir la quantité, c'est plus facile que réussir la qualité. Et réussir les scores au test, c'est plus facile que de viser une vraie réussite éducative et encore plus que de transformer la société. Ça pousse à l'humilité, ce constat. Absolument. Et ça nous amène à la deuxième grande partie de l'analyse et pourquoi c'est si difficile de mener ces réformes, surtout les plus ambitieuses. L'auteur pointe plusieurs défis majeurs. Oui, les freins, les obstacles. Le premier, c'est le temps. Une réforme sérieuse, ça prend des années, des décennies parfois pour voir les effets. Surtout si on touche à la qualité ou à la transformation. Et le temps politique est court. Voilà. Incompatible avec les cycles électoraux, les changements de ministres, les nouvelles priorités. Il y a aussi la question du bon moment.
Un système très faible doit peut-être d'abord se consolider avant de viser des changements très complexes. Logique. Un autre défi, c'est la tentation de copier ce qui marche ailleurs. Oui, l'auteur appelle ça le défi de la duplication. Il met vraiment en garde contre l'idée de transposer une réforme clé en main. Ce qui a marché quelque part dépend d'un contexte très spécifique, culturel, institutionnel, économique. Il faut adapter, pas copier bêtement. Exactement. D'ailleurs, même passer d'une expérimentation réussie dans une région à une généralisation dans le même pays, c'est déjà un énorme défi en soi. Ce n'est pas juste une question d'échelle. Ensuite, vous parliez des capacités. Oui, mener une réforme, ça demande de nouvelles compétences partout. Planification, pilotage, évaluation. On pense souvent à la formation, c'est important, mais l'auteur insiste sur autre chose. Quoi donc? Développer la capacité d'innover des acteurs eux-mêmes, leur permettre de s'approprier la réforme, de trouver des solutions locales. Rendre les gens capables d'inventer, d'adapter, c'est plus fort que juste leur apprendre une méthode figée. Ça demande un changement de posture. Tout à fait. Un autre obstacle, l'effet système. L'éducation, c'est un ensemble complexe. Si on change juste un élément, disons les programmes, sans penser au lien avec l'évaluation, la formation, les manuels, Le système risque de rejeter la greffe. ou de la digérer, de la vider de son sens pour qu'elle rentre dans le moule. Il faut une approche globale, systémique, sinon ça ne marche pas. Et puis, il y a ce mur social dont on a déjà parlé. Oui, l'école n'est pas isolée. On peut avoir une école parfaitement équitable dans une société très inégalitaire. Difficile. La recherche montre que l'école peut faire une différence. L'effet maître, l'effet établissement existe. Ils peuvent atténuer les inégalités. Atténuer, oui, mais pas annuler l'impact de l'origine sociale. D'où l'importance des approches intersectorielles, qui lient éducation, santé, social, emploi. C'est l'esprit des ODD de l'ONU, agir sur tous les fronts. Et le dernier défi, mais non le moindre, le nerf de la guerre, les enseignants. C'est souvent vu comme ça, oui. Le changement des pratiques enseignantes. Au final, c'est dans la classe que ça se passe. Or, changer des habitudes pédagogiques, des croyances ancrées, c'est très très difficile. On imagine bien. Ça demande bien plus que des stages de formation ponctuels. Il faut un accompagnement dans la durée, de la réflexion sur sa pratique, de l'échange entre pairs, de l'expérimentation. C'est un investissement lourd, de longue haleine. Bon, quand on additionne tout ça, le temps qui manque, la copie impossible, les capacités à construire, la résistance du système, le poids du social, la difficulté à changer les pratiques, on comprend mieux pourquoi tant de réformes déçoivent. Ça peut rendre un peu sceptique, non? Oui, un scepticisme compréhensible. Et l'auteur le partage un peu. C'est pour ça qu'il propose de sortir de cette logique des grandes réformes qui arrivent tous les 10 ans et qui sont censées tout révolutionner. Alors, quelle alternative? Il propose une autre vision, le développement spiralaire. L'image, c'est une spirale qui monte. On n'avance pas par grands sauts, mais par amélioration progressive, continue. On revient sur les acquis pour les consolider, puis on va un peu plus loin. Une sorte de réformisme permanent, mais plus intelligent. Une amélioration continue. C'est l'idée. Une révolution silencieuse permanente, peut-être. Et ça repose sur plusieurs piliers. D'abord, un consensus national solide sur les buts de l'éducation, qui tiennent dans la durée, au-delà des changements politiques. Difficile mais nécessaire. Ensuite, une planification vraiment holistique, c'est-à-dire intersectorielle, pensée avec la santé, l'emploi, systémique, cohérence interne, participative, impliquant le terrain, et qui articule bien le national et le local. Mais il y a un élément peut-être encore plus crucial. Lequel? Le rôle central de la recherche. Sortir des décisions basées sur l'opinion, l'idéologie, la mode. S'appuyer sur des données, sur l'analyse de ce qui marche ou pas, pourquoi, dans quel contexte. Utiliser la recherche pour guider l'action, évaluer, apprendre en continu? Exactement. C'est la recherche qui permet de faire des sauts qualitatifs informés dans cette spirale. C'est peut-être ça le plus contre-intuitif. Accepter que le changement durable, c'est moins une affaire de coup d'éclat politique que de patience, d'apprentissage collectif, d'ajustement constant basé sur l'évidence. Une approche plus modeste mais potentiellement plus efficace? C'est l'idée. Et cette approche doit intégrer deux grandes tendances actuelles. L'apprentissage tout au long de la vie, indispensable vu la vitesse à laquelle les savoirs évoluent, et l'idée de sociétés ou communautés apprenantes. C'est-à-dire dépasser l'école? Oui, dépasser le monopole de l'école comme seul lieu d'apprentissage. L'apprentissage pertinent, il peut et doit se faire partout. En famille, au travail, dans les associations, via les médias. À tous les âges.
Il faut organiser ce que l'auteur appelle l'intelligence coopérative de la société. Pour que chacun puisse apprendre ce dont il a besoin quand il en a besoin. Voilà, l'école du futur dans cette vision, c'est moins lieu fermé qu'un nœud important dans un réseau beaucoup plus large d'opportunités d'apprendre. Bon, si on essaie de résumer cette exploration riche, on a vu différents niveaux d'ambition pour les réformes, étendre l'accès, améliorer la qualité, transformer la société, avec des succès de plus en plus difficiles à atteindre à mesure que l'ambition monte. C'est ça. On a identifié les grands obstacles, le temps, le contexte, les capacités, les résistances du système éducatif lui-même et de la société, et ce défi majeur du changement des pratiques enseignantes. Des défis considérables. Face à ça, l'idée d'un développement spiralaire propose une voie, peut-être plus réaliste. Une amélioration continue, guidée par la recherche, pensée globalement, connectée aux autres secteurs. Avec pour horizon une société où apprendre est l'affaire de tous, partout, tout au long de la vie. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Si l'avenir est assez communauté apprenante, où l'école n'est qu'un élément parmi d'autres, comment fait-on, concrètement, pour tisser ces liens ? Oui, comment on crée ces passerelles? Comment on mobilise toutes les ressources d'une société? Comment on cultive cette fameuse intelligence coopérative pour que l'apprentissage devienne vraiment accessible et pertinent pour chacun à chaque étape de sa vie? Comment on passe de l'idéal de la société apprenante à sa réalité? Une question immense. Immense, oui, et qui dépasse largement le seul ministère de l'Éducation, n'est-ce pas? Ça interroge notre modèle de société tout entier. Une interrogation fondamentale, en effet. Elle nous rappelle que l'avenir de l'éducation est lié à l'avenir de nos sociétés. C'est sur cette pensée que s'achève notre discussion, nourrie par les analyses de Mamadou Nadoy. Merci d'avoir été à l'écoute.